À toutes et à tous. Daniel Urvi est arrivé, donc on va pouvoir commencer. Les retardataires sont en train d'arriver. On essaye donc, en effet, de commencer à 8h30, même s'il y a toujours un petit décalage. Je vous rappelle, ce que vous savez, puisque vous avez pris le programme du séminaire, que la prochaine fois, nous aborderons le continent Beckett, qu'on n'a pas abordé à Babel depuis 20 ans, donc il serait temps de s'y mettre. Vous pouvez vous acheter le fameux DVD d'un des seuls films de Samuel Beckett. Ce film s'appelant Film, donc c'est très, comme toujours chez Beckett, c'est très sobre. Donc le film de Samuel Beckett qui s'appelle Film chez MK2 en DVD avec Buster Keaton qui dure 20 minutes. Si vous le voyez avant, c'est bien. Sinon, on vous le passera de toute façon pendant la session, puisque ça va tourner autour de ce film. Un film absolument impressionnant, magique. Buster Keaton comme vous ne l'avez jamais vu. Je ne vous en dis pas plus. N'hésitez pas à vous le procurer. Donc, Johan Loisel, Samuel Beckett. Alors, on a le plaisir aujourd'hui, le bonheur d'accueillir Simone Corfsos. Ça fait longtemps qu'on souhaitait l'inviter. On avait même programmé déjà. Elle était intervenue il y a un petit moment maintenant lors d'un des colloques Babel. Elle avait discuté brillamment René Roussillon, vous vous en souvenez, autour d'Italo Calvino. Il y a eu une passe d'armes et de chapeaux entre eux, tout à fait impressionnante. On a la vidéo pour ceux que ça intéresse, bien sûr, on a la vidéo. Et Simone, donc, devait venir déjà depuis longtemps. On est très heureux de l'accueillir aujourd'hui. Simone est psychanalyste, elle est membre de la Société psychanalytique de Paris, elle est maître de conférence à Diderot, à Paris 7. Elle l'a consacré, vous verrez, si vous allez visiter Google, sa bibliographie, elle a consacré beaucoup de temps au handicap. Elle a beaucoup écrit sur le handicap. C'est une de ses principales activités, en dehors de celle de psychanalyste, de la SPP, dans son cabinet. Elle a écrit des livres qui font référence, Le miroir brisé, l'enfant handicapé, sa famille et le psychanalyste, chez Kalman Levy, La vie psychique des personnes handicapées, L'intégration collective des jeunes enfants handicapés. Donc il y a tout un tas de livres, en dehors des articles bien sûr, qui tournent autour de son expérience, de sa compétence, autour de la prise en charge, de l'accompagnement des personnes handicapées. Il y a un livre que Paul-Laurent Assoun recommande pour ceux qui n'auraient pas encore débuté une analyse et qui, effrayés de ce que Michel Onfray écrit partout, n'envisage pas de la démarrer. Vous pouvez lire en contrepoison de Michel Onfray Le dialogue avec mon psychanalyste de Simone. C'est un ouvrage qui établit un dialogue fictif entre un patient et un psychanalyste. Je crois que c'est une bonne façon de rentrer dans cette aventure tout à fait singulière. Elle a écrit aussi sur les pères, on en a parlé ce matin, Éloge des pères, et puis elle a tout un tas d'articles qui tournent autour de la création, en particulier autour de l'art contemporain. Et nous l'avons invitée aujourd'hui à venir échanger avec nous autour de Henri Moore. Voilà Simone, merci beaucoup. Merci, j'ai un micro peut-être. Oui, tu peux prendre celui. J'en ai besoin parce que j'ai une bouche. J'espère que mon voix va le porter, mais je pense que le micro va aider. Comme ça va? Oui. Bien, donc Henry Moore, et je vous proposerai donc un éclairage, une vision un peu particulière d'Henry Moore. Ça pourrait d'ailleurs s'appeler Henry Moore et les psychanalystes anglais. Vous allez voir pourquoi. Donc, je vais faire quand même une petite partie théorique pour commencer, justement pour donner un peu les idées qui vont nous permettre après de regarder les œuvres d'une certaine manière. Donc, moi, je pars de l'hypothèse que les traces des éprouvés précoces, postnataux, mais aussi prénataux, apparaissent de multiples manières dans la vie psychique adulte. Ils apparaissent sous forme de symptômes, de rêves, de somatisation, de passage à l'acte, et dans les œuvres d'art. C'est donc ce soir dans l'œuvre d'Henry Moore que je voudrais repérer ces traces, cette figuration au fond du premier espace, ce que j'ai appelé moi la première demeure, et je fais référence évidemment à Sylvain Bissonnier qui parle du premier chapitre,
et les premières constructions de l'appareil psychique. Donc, je vais me hasarder dans cette entreprise un peu risquée, spéculative, de repérer l'émergence, la figuration de traces mnésiques précoces dans la construction de l'espace psychique ou corporel qui est donc projeté sur la surface d'un tableau, évoqué dans une poésie, dans l'espace d'une séance, et là, donc, dans une sculpture. Avec l'idée qui, je pense, est une idée qui est fondamentale pour le séminaire, qui est que les artistes ont beaucoup à nous apprendre sur la vie psychique, et que, pour moi, je pense que la psychanalyse a beaucoup à apporter à la compréhension des œuvres d'art, hein, malgré la mauvaise presse qu'a la psychanalyse appliquée. Bon. Donc, je vais essayer de m'appuyer sur les sculptures de Moore donc, pour déceler cette émergence en faisant l'hypothèse que les œuvres de Moore rendent compte du processus. Hein. Je dirais que Moore, c'est moins, au fond, la représentation de personnes ou d'individus qu'une représentation des processus psychiques. Et qu'il propose, au fond, au spectateur adulte, une forme visible de ce que fœtus ou bébé il a éprouvé sensoriellement, soit dans l'espace intra-utérin, soit dans ses premières relations avec le monde et avec l'autre. D'où, je dirais, cette fascination assez énigmatique qu'exerce Moore, qui provoque toujours chez le spectateur le désir de toucher les sculptures ou de rentrer dedans. Il y a des sculptures où on peut rentrer dedans. Hein. Alors, bon, il y a évidemment quelques obstacles. Hein, les premiers obstacles méthodologiques, comment repérer ces traces, des problèmes épistémologiques, comment en être sûr. Bon, là, je renvoie à Bion, dont je vous parlerai un petit peu plus, parce que Alors, oui, je vais quand même dire d'emblée que l'œuvre Moore, hein, c'est contemporain de Mélanie Klein, de Winnicott, de Tustine, de Melzer et de Bion. Hein. Ils ont vécu dans la même ville à la même époque. Alors, et Bion disait donc, on me demande une preuve. Hein, lui qui disait le prénatal est là, dans le postnatal, il dit, mais je ne peux pas avoir une preuve, parce que pour ça, il faudrait que j'ai un fœtus sur mon divan. Bon, enfin, il a trouvé d'autres moyens. Et puis, il y a aussi peut-être une idée de transgression. Hein. Peut-on franchir cette barrière qui nous sépare du prénatal ou qui nous sépare des premières années recouvertes par l'amnésie infantile? Que la vie psychique existe avant la naissance, plusieurs auteurs l'ont envisagé, et Freud en premier. Alors, il faut que je retrouve... Voilà. La fameuse citation de Freud, « La vie intra-utérine et la première enfance sont bien plus en continuité que ne nous le laisse croire la césure frappante de l'acte de la naissance. » Cette phrase-là, Bion s'en est emparé pour développer toute son idée sur la césure. Winnicott aussi a dit qu'il y avait un état d'existence dans le bébé, aussi bien avant la naissance qu'après. Mélanie Klein nous donne une autre piste. Non, ça c'est Bion. Non, j'ai pas. Bon, je reviens en arrière. Voilà. Elle parle des memories and feelings, hein, en disant au fond que le jeune enfant ressent des choses qu'il ne peut pas exprimer par le langage et qu'ils apparaissent peut-être sous forme de souvenirs en forme de sentiments, hein, reconstruites et verbalisées après coup. Et que ce sont des phénomènes qui appartiennent au stade primitif du développement. Et puis alors, avec Bion, qui dit donc, il existe une continuité entre le fœtus arrivé à terme et le nourrisson, encore que celle-ci soit à la fois maintenue et brisée par ce qui fonctionne comme une synapse, un diaphragme, un écran, permettant à la pensée primordiale du fœtus et d'être projetée dans cette césure et de faire le trajet inverse du nourrisson jusqu'à ces niveaux primordiaux de pensée et de sensation. C'est-à-dire que donc, pour lui, la césure, c'est ce qui sépare, qui en même temps sépare, mais qui en même temps permet peut-être des passages, dans les deux sens d'ailleurs, entre ce qu'il appelle donc le prénatal, hein, et le postnatal,
Et à la fin de sa vie, il a donc écrit des choses assez étonnantes pour imaginer des dialogues entre ses prénatales et ses postnatales, en disant que le postnatal avait au fond la mission de rendre compte de ses expériences qui sont là, mais qui demandent à être symbolisées, verbalisées, figurées avec Moore. Hein, on va y venir donc. Alors, Tustine aussi, évidemment, s'est énormément intéressée, elle qui était analysante de Bion, s'est beaucoup intéressée à ça, en particulier avec les enfants autistes. Et il y a une idée chez Tustine que je trouve extrêmement intéressante, c'est qu'elle postule une faculté innée de production de formes qui viennent de la sensation de substances corporelles molles, comme les excréments, l'urine, la morve, la salive, le lait, etc. Et ces formes, en structurant les sensations, vont fonder le premier sentiment d'exister et permettre au bébé de restituer une continuité grâce à la capacité de rêverie de la mère. Donc il y a cette idée d'une tendance innée à donner forme. Et là, je cite une phrase de Moore, hein, qui lui était donc aussi très sensible aux formes, bien sûr. Bon, je l'ai en anglais, mais je vous la traduis. Il dit il y a des shapes, hein, les shapes. Tustine, c'est un mot qu'elle utilise, les shapes. Il y a des shapes universels qui concernent tout le monde inconsciemment et auxquels on peut répondre, si on ne s'en sépare pas par un contrôle conscient. Hein. Donc, on retrouve cette idée d'une mise en forme, d'une figuration d'éprouvés qui ne sont pas forcément visuels. Donc. Alors, je vois donc là une espèce de convergence. Alors, je vous disais, il y avait tous ces psychanalystes, il y avait Moore en même temps, dans la même ville. On sait très peu de choses. Hein. Il semble des contacts qu'ils auraient pu avoir. En tout cas, Tustine a vu les œuvres de Moore, puisqu'on va voir un commentaire qu'elle en a fait. Sinon, on sait très peu de choses. Et je dirais peu importe, après tout. Il n'y en a probablement pas eu beaucoup, parce que Moore se méfiait beaucoup de la psychanalyse. Il disait beaucoup... il ne vaut mieux pas trop expliquer ou chercher à comprendre son œuvre parce que ça enlève l'énergie créatrice. Alors, donc peu importe, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au fond émergent au même moment, dans un même moment historique, culturel, deux manières différentes mais analogues de traiter le même problème. Et ce même problème, ce serait celui de cette constitution du premier espace et des premiers processus psychiques. Hein. Excusez-moi, hein, mais... Bon. Donc, quelque chose qui a à voir avec l'articulation toute première du bébé avec le monde extérieur, du couple mère-enfant, qui est en même temps vu de l'extérieur et ressenti de l'intérieur. Et on va voir comment les sculptures de Moore sont tout à fait dans cet axe de bousculer l'intérieur et l'extérieur. Alors, je vais quand même vous donner quelques éléments biographiques aussi, hein, parce qu'il faut quand même savoir un petit peu de qui on parle. Donc, Moore était fils d'un milieu assez simple. Son père travaillait dans la mine. Néanmoins, cet homme mineur était aussi un grand connaisseur de Shakespeare et de la Bible et voulait donner à ses enfants une éducation tout à fait importante. Alors... il était donc de ce milieu assez modeste, mais ce qu'il dit lui-même de son enfance, c'est que c'était une enfance assez heureuse, harmonieuse, mais il en parle assez peu. Et il donne des versions, et on m'a dit, enfin, moi, je suis allé cet été à la Fondation Henry Moore en Angleterre, il m'a dit, mais au fond, il donnait une version comme ça qui était absolument fixée, et il ne voulait pas qu'on modifie trop les choses, une version non modifiable. Alors, il était donc le 7e d'une famille de 8 enfants. Donc, je vais juste vous donner quelques éléments importants. 8 enfants. Sa mère s'appelait Marie. Il avait une sœur qui s'appelait Marie et il a eu une fille qu'il a aussi appelée Marie. Cette mère était une femme très,
très dynamique, très énergique, très présente et qu'il aimait énormément. Il était donc le 7e enfant de 8. La 8e était une petite sœur, Elsie, qui est née quand il avait 3 ans et qui est morte à l'âge de 12 ans, quand lui avait donc 15 ans. Et il s'est retrouvé donc à ce moment-là le dernier. Et elle est morte parce qu'elle avait une faiblesse cardiaque qui était mal repérée. Elle était très sportive, elle faisait beaucoup de natation, et elle est morte en faisant de la natation, noyée. Et Henry, son frère, l'avait beaucoup encouragée à faire la natation, donc il a dit que ça l'avait énormément marqué, cette mort. Donc, alors, on décrit sa mère. Il y a une petite fille qui a décrit la mère de Moore en disant c'est une très belle femme, elle ressemble à ses sculptures, elle avait beaucoup de dignité, et, dit-elle, elle était toujours habillée de noir. Elle était d'une grande élégance, elle était toujours habillée de noir. Mais pour nous, évidemment, on pense noir quand même, le deuil de l'enfant, de la petite Elsie. Alors, une anecdote de son enfance qui a été beaucoup reprise et qui est très intéressante. Cette mère était donc assez âgée et elle souffrait de rhumatisme. Et quand il rentrait de l'école, vers 7-8 ans, elle lui demandait de lui masser le dos. Donc il massait le dos de sa mère et il a dit qu'après, il a réalisé à quel point le dos est quelque chose de tout à fait important dans ses sculptures. Donc, il est resté toujours très proche de sa mère. Pendant un temps, il habitait juste à côté de chez elle, jusqu'au moment où il s'est donc marié. Et il s'est marié avec une jeune Russe, Irina, qui était une de ses étudiantes, qui est restée sa femme jusqu'à la fin de sa vie, et avec qui, donc, il a eu une fille. Mais après 17 ans de mariage, parce qu'elle avait eu beaucoup de fausses couches, enfin, beaucoup de difficultés à avoir un enfant, et il a donc eu cette fille Marie en 1946, qu'il adorait. Il adorait sa fille, s'occupait beaucoup de sa fille, mais il semblerait que sa femme, Irina, qui avait eu elle-même une enfance très difficile avec une mère russe, un peu aristocratique, fait qu'il avait amené en Angleterre, mais assez maltraitante, et il semblerait que Irina elle-même n'était pas une mère très chaleureuse pour Marie. Alors, il a donc fait sa formation. Ah oui, alors sa vocation, ça c'est aussi une histoire assez intéressante. C'est tout assez petit, il allait à l'école du dimanche, et un jour, on lui a parlé de Michel-Ange. Michel-Ange, le plus grand sculpteur qui existe. Ça l'a complètement enthousiasmé. Il est rentré chez lui, il a cherché dans son encyclopédie, et depuis ce jour-là, il a dit « Je serai sculpteur ». Et je crois qu'il pensait « Je serai un très grand sculpteur », comme Michel-Ange. Et d'ailleurs, curieusement, il est mort à l'âge de 88 ans, et il voulait arriver à 89 ans, qui est l'âge où Michel-Ange est mort, mais il n'y est pas tout à fait arrivé. Alors, donc, il fait des différentes écoles, et il arrive finalement à faire l'école des Beaux-Arts de Londres. C'est ce qu'il ambitionnait, évidemment, et il débarque à Londres, et là, il découvre le British Museum. Il dit que l'enthousiasme de découvrir toutes ces sculptures, j'étais comme un homme affamé qui entre dans le rayon d'alimentation de Selfridge, c'est le Monoprix, quoi, l'épicerie. Et il était donc extrêmement passionné, et surtout par la sculpture archaïque. Dans ce premier temps, la Grèce antique, la Renaissance ne l'intéressait pas. C'était l'art précolombien, égyptien, inuit, les masques africains. Et c'était un choix qui n'était pas seulement esthétique, c'était presque un choix politique de révolte contre les critères traditionnels qu'on enseignait dans les écoles d'art. Il disait, il fut un temps où je m'efforçais de ne pas regarder la sculpture grecque quelle qu'elle soit, ainsi que celle de la Renaissance, car je considérais que l'art grec et celui de la Renaissance étaient l'ennemi, qu'il fallait renverser tout cela et tout recommencer du début de l'art primitif. Donc le début de l'art primitif, et on retrouve là aussi ce que je vous disais là sur cette thématique qui est présente du début, c'est les origines. Il nous parle au fond des origines. Alors,
son thème majeur, c'est la mère et l'enfant. Toute son œuvre est entièrement, alors là je vous en donne une, mais il y en a des quantités, la mère et l'enfant. C'est vraiment son thème, il l'a dit, mon grand thème c'est la mère et l'enfant. Il a dit c'est un thème infini. Je n'aurai jamais fini de traiter ce thème. Alors, donc, on va voir donc des corps de femmes avec des corps d'enfants. Hein, toutes les articulations possibles entre les corps de femmes et les corps d'enfants, qui évoquent bien évidemment ce que Winnicott était en train de traiter à ce moment-là avec le holding, le handling, l'object presenting. Hein, on est tout à fait dans ce même état d'esprit. Alors, bon, pourquoi est-ce qu'il était si attaché à ce thème? C'est la question que je me suis posée, en voyant d'ailleurs dans une exposition qui est à Londres cet été, avec des œuvres un peu du début, hein, dès la première salle, mère-enfant, mère-enfant, mère-enfant. On se dit, mais pourquoi hein? Et j'ai demandé d'ailleurs, est-ce qu'il y avait des gens qui ont posé, des femmes qui ont posé? Non, il n'y avait pas de femmes qui ont posé. Il y avait sa sœur qui voyait quelquefois avec son bébé, mais sinon, non. Et je me suis dit, au fond, est-ce que c'est pas quelque chose, là encore, d'un souvenir hein, est-ce que cette femme qui allait un bébé, ou qui tient un bébé, ou qui porte un bébé, n'est pas sa mère tenant sa sœur Elsie? C'est l'hypothèse que je me suis faite. Quelque chose qu'il a vu, donc, mais en même temps, aussi lui-même, bien entendu, hein, ce qui va évidemment actualiser lui-même dans les bras de cette mère tant aimée. Alors, impossible de savoir les circonstances de sa naissance, il a été allaité et tout, il n'y a rien, il n'y a aucune biographie qui ne donne ces éléments-là. Alors, je pense à une phrase de Jean-Pierre Vernant, l'historien, qui dit « Dans l'image figurée, le tout se donne à voir en un seul moment. » Et je trouve que c'est ça l'impression que me donnent ces mères et ces bébés. Le tout se donne à voir en un seul moment. Hein. Il est en même temps le petit garçon qui voit sa mère adorer allaiter sa petite sœur, la petite sœur qui va mourir, le laissant lui le dernier de la fratrie. Il est en même temps le bébé qui est tenu par la mère, et on peut même se demander évidemment s'il n'est pas aussi lui-même la mère dans une identification féminine. Alors, donc voilà, ça c'est des sculptures, c'est des petites sculptures. Je crois qu'on peut les voir actuellement au musée Rodin. Rocking Chair, ce sont 1950, c'est peu après la naissance de Marie. Parce que donc ce thème qui a traversé toute son œuvre, au moment où il a eu Marie, dont il s'est beaucoup occupé, évidemment, il y a eu encore un développement supplémentaire. Alors là, il y a cette image où il y a le corps de la mère, le corps du bébé. D'ailleurs, je l'avais montré à une autre conférence, les gens avaient des réactions assez mitigées. Il y a des gens qui trouvaient qu'il était tenu, le bébé, attaché. D'autres qui trouvaient qu'il y avait un mouvement de liberté, hein, donc je vous laisse en juger. Il y en a une autre, alors celle-là on la voit très mal malheureusement, mais bon, je trouve que c'est très intéressant aussi de voir encore une autre manière d'articuler le corps de la mère avec le corps du bébé. Alors, il y a donc aussi voilà. Il y a la fameuse reclining figure, hein, la figure inclinée. Attendez, est-ce que je peux aussi... Là, il y en a une. Voilà. C'est une très belle figure inclinée. Et il y en a beaucoup, donc, des comme ça. Et alors, ces figures inclinées sont inspirées de ce qu'il avait donc justement vu au British Museum, qui est le Shakmol, qui est donc une des sculptures, c'est une figure représentée très fréquemment dans la culture précolombienne, Shakmol, et qui est donc cette figure qui est mi-allongée, mi-assise, on ne sait pas trop, et il y a un réceptacle, hein, dans le creux du ventre, il y a un réceptacle qui était destiné à recevoir les offrandes, puisque c'était un homme, mi-homme, mais en même temps le Dieu, hein, un Dieu qui devait recevoir les offrandes. Alors, cette figure donc a énormément intéressé Moore, qui justement s'est intéressé à cette posture particulière. Donc moi je dirais qu'elle est ni debout, ni assise, ni couchée.
Et je crois qu'il faut surtout ne pas vouloir dire si elle est debout, assise ou couchée. Mais elle est justement, est-ce que ce n'est pas là où il nous donne, donc, voilà une autre, à voir quelque chose qui aurait un rapport avec cette sensorialité primitive du fœtus ou du bébé, l'état d'apesanteur, hein, tous les éprouvés kinésiques et proprioceptifs, c'est-à-dire comment le corps est situé dans l'espace, hein, toutes les sensations du corps par rapport à sa position dans l'espace. Et qu'il nous donne là à voir quelque chose de cette, au fond, est-ce que c'est ainsi que le nourrisson voit sa mère, ou plutôt est-ce que c'est ainsi que le fœtus éprouve le corps maternel du dedans? Est-ce que c'est ainsi que le fœtus éprouve lui-même? Alors, pour Geneviève Hack, donc les premières traces rythmées sont symboliques, dans la mesure où les racines, elle dit, dans la mesure où les racines cosmiques et biologiques de leur forme entrent profondément dans les liens relationnels et identificateurs archaïques dont nous voyons mieux la genèse dans le moi corporel. Donc, c'est ce moi corporel que je vois dans les sculptures de Henry Moore. Sa création répète ce moment de l'émergence de la forme, correspondance entre l'espace utérin et l'espace psychique et l'espace cosmique. Et il faut dire que pour Moore, un des éléments extrêmement importants de ces sculptures, c'est la manière de les situer dans l'espace. Il ne pouvait pas concevoir une sculpture sans penser l'espace, et l'espace devait être vaste, un paysage, même une place dans une ville ne lui suffisait pas. Il les voyait surtout dans pleine nature et dans des paysages assez vastes. Et donc, il y a toujours ce rapport entre l'espace corporel et l'espace autour, hein, et on pourrait aller jusqu'à l'espace cosmique. Alors, je vais donc maintenant vous lire un commentaire qu'a fait Tustine d'une sculpture. Attends, alors, on va regarder. Ça, c'est encore une reclining figure. Une autre. Alors, bon, non, là, c'est là, on les verra après. Oui, alors voilà. Alors, est-ce qu'on voit bien, là? Parce qu'il faut vraiment regarder ça dans le détail, puisqu'il y a donc... ouais, si, on le voit. On voit le bébé qui a cette espèce de protubérance, et on voit le sein qui est en creux. Hein, et le mamelon est absent. Il y a un trou, un creux à la place du mamelon. Donc ça s'appelle Mother and Child, Block Seat, donc mère et enfant, siège bloqué. Donc voilà, je vais vous lire le commentaire de Tustine, hein, qui est tout à fait intéressant. C'est dans les états autistiques chez l'enfant. Alors, Moore exprime de façon poignante les effets de la séparation sur un état de fusion absolue. Nous savons que Moore a entretenu une relation d'une proximité excessive avec sa mère. Bon, elle dit excessive, ce serait à discuter. Bon, je continue donc avec ceci. La mère et l'enfant sont enveloppés l'un dans l'autre de telle manière que leurs deux corps ne peuvent communiquer l'un avec l'autre. Le sein gauche de la mère, libre de toute étreinte, est pourvu d'un trou noir, là où aurait dû se trouver le mamelon. Le nourrisson, bien qu'assis sur les genoux de sa mère, est coupé de tout contact physique avec elle par le linge qui recouvre son corps, dans lequel il est emmailloté. À la place de la bouche, il est doté d'une protubérance de la forme d'un bouchon. Cette protubérance, si elle se trouvait sur le sein, bloquerait l'écoulement du lait au lieu d'être un moyen de téter. La fonction réaliste du sein, comme de la bouche, a été occultée. D'après mon expérience, une telle perversion des fonctions naturelles est à l'origine de l'autisme. Par conséquent, de mon point de vue actuel, l'autisme est un système de protection composé de réactions perverses qui sont provoquées par une expérience de séparation corporelle traumatique et non une régression défensive à un stade autistique prétendu normal du développement
qui se manifestent au cours de la petite enfance. Donc voilà, on a donc là la théorie sur l'autisme de Thustine, et elle donne donc une vision assez noire de cette œuvre. Et elle continue en disant, contrairement à l'enfant autistique, et grâce à la maîtrise de son art, Henry Moore a été capable de supporter, d'objectiver, de représenter la catastrophe du trou noir qu'est la conscience soudaine et inquiétante de la séparation d'avec le corps de la mère, avec laquelle il a existé en état de fusion, tout en ayant la sensation d'être inanimé. Peut-être Moore a-t-il toujours travaillé à l'encontre de ce retour vers l'inanimé, selon l'expression de Freud, mais pour Moore, cela a constitué un stimulus à sa créativité plutôt qu'un développement de l'autisme. Alors je dois dire que pour moi, cette vision extrêmement pessimiste et noire de Thustine ne correspond pas vraiment à l'impression que me fait cette œuvre, où je vois beaucoup plus quand même de tendresse, d'enveloppement, de protection. Mais je me dis que tout de même, Thustine, qui a une grande expérience de l'autisme, elle a peut-être vu là quelque chose que moi je ne vois pas, et qu'elle a vu qu'au fond, Moore, dans tout cette figuration de ses premiers processus psychiques, a aussi pu faire entrer là-dedans ce que vivent les enfants autistes, qui donnerait à voir aussi quelque chose de ces premiers modes de fonctionnement proches de l'autisme ou échappant à l'autisme. Bon, on peut aussi avoir une autre vision et qui est proposée par il y a eu un psychanalyste qui a écrit un livre sur Moore. C'est un Allemand qui s'appelle Erich Neumann, ça date de 1959, et c'était un Jungien. Donc c'est une perspective jungienne de l'œuvre de Moore, avec évidemment, il voit dans l'œuvre de Moore la figure féminine, l'archétype de la mère terre, la mère déesse, etc. Enfin, il développe toute sa manière de comprendre Moore avec ça. Mais il va nous proposer au fond une autre interprétation de ce saint trou, en disant que chez Moore, et ça on pourra le reprendre par ailleurs, le trou est aussi ouverture et passage. Le trou dans le sein fait une ouverture qui mène dans le corps, avec cette ambiguïté entre l'intérieur et l'extérieur, et que c'est comme un sein qui permet de pénétrer dans le corps maternel. Et moi je dirais alors qu'on arrive à quelque chose qu'on pourrait référer à la pensée de Bion, qui est de dire que le sein n'est pas que nourricier, mais que le sein est un sein pensant, comme dit Bion, c'est-à-dire que le sein ouvre aussi sur un autre monde qui est un monde qui est source de la connaissance, ce que Bion appelle donc le lien C. Alors, je reviens donc à ce trou et au fait que chez Henry Moore, le trou, la coupure, le vide avait une très grande importance dans toute sa sculpture. Ce qui permet d'ailleurs de donner un autre sens à ce trou. Il a dit, le premier trou que l'on fait dans un morceau de pierre est une révélation. Le trou relie un côté à l'autre côté et il apporte donc immédiatement plus de tridimensionnalité. Alors, tridimensionnalité, on pense aussi à Meltzer avec les identifications adhésives, bidimensionnelles et tridimensionnelles. Alors, à partir de là, voilà. Donc, il va couper les pièces. Les reclining figures vont être en 2 morceaux. Oui, là, elles sont même en plus. Attendez, j'en avais d'autres. Voilà, encore une. En 2 morceaux séparés. Voilà. Les reclining figures qui sont donc voilà, une morceau, en 2 morceaux. Voilà, une très, très belle, très grande. Bon, ça, c'est autre chose. Et donc, l'importance des trous, des espaces vides, des formes évidées, où le vide devient présent.
C'est-à-dire qu'au fond, il va détacher les parties, les deux parties du corps, ou plusieurs parties du corps, il va les détacher pour que l'œil du spectateur les rattache, reconstitue. Pour nous, en réalité, une œuvre comme ça ne fait pas, enfin moi, ça ne me fait pas l'effet de quelque chose de complètement morcelé, déstructuré. Il y a une structure, mais c'est notre regard à nous qui va rétablir cette continuité. Il coupe donc les statues pour rendre l'espace évidé plus expressif. C'est-à-dire que l'important n'est pas de remplacer le vide, mais de le faire exister et de lui donner une fonction de liaison. Ce sont les espaces vides qui relient les espaces pleins. Et le vide n'est pas une absence, mais une présence. Là, on peut penser évidemment à la notion du vide dans toute la pensée orientale. Le vide n'est pas un manque à combler, mais une présence significative. Il est organisateur de l'espace. Et les sculptures de Moore montrent admirablement comment les éléments pleins prennent sens, prennent forme, tirent leur beauté et leur expressivité dans leur rapport aux espaces vides, avec lesquels ils entretiennent des relations très complexes. Alors là, on pourrait faire un développement, mais je ne vais peut-être pas m'y attarder, mais qui, par rapport à la psychanalyse, qui serait de dire qu'avec Bion, on a aussi une autre manière de concevoir le vide, enfin l'objet perdu, disons, l'objet perdu, avec une espèce de renversement d'une perspective temporelle qui est dominante dans la pensée de Freud, qui porte le regard en arrière vers l'objet perdu, qu'il faudrait remplacer ou qu'il faudrait substituer quelque chose, alors que là, il s'agit de diriger le regard vers l'avant, vers le développement psychique, c'est-à-dire non pas le modèle change parce qu'il ne s'agirait plus de retrouver un objet connu et perdu, mais de créer un objet inconnu et non encore advenu. Et là, on est évidemment dans l'émergence de la forme, la création d'une forme. Et on pourrait dire d'ailleurs que les sculptures de Moore pourraient être un commentaire, une tentative de figurer ce que Melzer dit être la question fondamentale du bébé qui appréhende le monde, qui est de dire, est-ce que c'est aussi beau à l'intérieur? Et que les processus créateurs donc, de Moore, pour moi, il y a donc des affinités avec des processus psychiques décrits par Bion, dans la mesure donc où pour les deux, il ne s'agit pas tellement d'objets perdus qu'il faut remplacer, mais une forme émergente à laquelle il faut donner naissance sur le modèle de la croissance mentale. Alors là, c'est un autre axe dans l'œuvre de Moore, qui est la croissance organique. La croissance organique. Il disait, la forme doit, alors en anglais c'est must have having grown organically, donc doit être poussée, enfin grandie de manière organique, créée par une pression du dedans. Alors on sait donc que Henry Moore avait un rapport très fort à la nature. Il ramassait des cailloux, des bois flottés, des coquillages, il collectionnait des os, des crânes, des squelettes. Toutes ces formes biomorphiques l'inspiraient et il y voyait donc des possibilités de transformation et de métamorphose. Il disait que quand il voyageait en train, il ne pouvait pas lire un livre parce qu'il disait « il faut que je regarde par la fenêtre, j'ai trop peur de louper quelque chose du paysage ». Et ce paysage qui, évidemment, représente aussi un contenant maternel projeté. Alors, on va d'abord peut-être, je voulais... Voilà, donc, parce qu'il y a donc les formes coupées, alors là, ça devient vraiment des formes organiques, très découpées. Et voilà, donc on voit comment ces formes organiques, on peut rentrer dedans. On peut les pénétrer. Et comment le dehors et le dedans sont complètement tournés, retournés en quelque sorte. Bon, non, ça, ce sont les shelter drawings. On verra après. Donc, il y a son rapport avec le paysage dont je vous parlais déjà. Et je vais... Alors,
peut-être. Oui, alors voilà. Voilà comment, ça c'est à Perry Green, là où il avait sa maison, il y a la fondation. Ce sont des grandes prairies, plein de moutons. Il y a beaucoup de moutons et il tenait beaucoup à ce qu'il y avait ces moutons. Et il y a donc les sculptures qui sont disposées là dans des paysages extrêmement vastes. Ça, c'est à Jérusalem. Une sculpture, là encore, qui est face à un énorme panorama. C'était ça qui était extrêmement important pour Moore. Bon, ça, c'est l'autre. Bon, je passe. Voilà, le roi et la reine, hein, qui sont aussi dans un paysage. Et il faut voir d'ailleurs que après la guerre, il était très connu. Hein, il était internationalement un artiste extrêmement reconnu. Et il avait donc des commandes, des sculptures dans le monde entier. Hein. Il y a un site de Perry Green où il répertorie toutes les grandes sculptures de Moore. Il y en a absolument sur tous les continents. Et c'était donc une œuvre d'une très grande envergure. Ce n'était pas un artiste qui était dans son atelier en train de faire un tableau. C'était un artiste qui concevait une sculpture pour un lieu qui était en Asie, au Japon, qui était aux États-Unis, qui était à Singapour. Il étudiait l'endroit où on allait mettre cette sculpture. La sculpture allait être monumentale, ça prenait des mois et des mois de travail pour chacune de ses œuvres. Donc c'est pour dire qu'il était donc pendant toute la deuxième partie de sa vie extrêmement pris par des œuvres qui avaient une dimension vraiment très, très gigantesque. Mais ce qui est très intéressant, et c'est ce qu'on voit au musée Rodin actuellement, c'est que ces très grandes œuvres monumentales, il les concevait aussi avec des toutes petites maquettes, avec des petites esquisses, et qu'il avait cette espèce de capacité assez étonnante de passer du tout petit au très grand. Hein. Une espèce, là encore, je dirais, une capacité psychique quand même particulière d'anticipation, hein, qu'est-ce que le tout petit va donner quand ce sera très grand, et de transformation. Et là, évidemment, on rejoint une fois encore toute la pensée de Bion, qui est une pensée de la transformation. La vie psychique l'appareil psychique est un appareil à transformer, hein, en quelque sorte. Et je trouve que Moore est absolument une espèce d'illustration de cette capacité de transformer et de créer des formes pas encore connues et qui sont dans un rapport avec tout un environnement très vaste. Alors, on va voir, on va voir les shelters. Donc, pendant la guerre, à un moment donné, il y avait le Blitz et les gens, vous savez, se réfugiaient dans le métro. Voilà. La première. Donc, ils se réfugiaient dans le métro. Ils dormaient dans le métro. Et Moore, à un moment donné, a dû aller aussi dans le métro. Il a vu ça et il était absolument saisi. Et il a dit, j'y suis entré par hasard pendant un raid. Brusquement, devant moi, j'ai vu tous ces Henry Moore allongés, alignés le long des couloirs et des plateformes, comme dans un labyrinthe sans fin. Et il dit même que les tunnels lui apparaissaient comme les équivalents des vides qu'il introduisait dans ses sculptures. Alors après, on lui a passé commande d'ailleurs. Hein, il a fait des dessins qui ont été ensuite repris par le gouvernement, fait qu'ils l'ont fait beaucoup connaître, qu'ils l'ont fait plus connaître que ses sculptures d'ailleurs. Et donc il allait tous les soirs voir ses corps. Il n'osait pas les dessiner sur place. Il prenait vaguement quelques petits esquisses. Il trouvait que face à cette humanité qui était là, dans une espèce d'intimité improvisée, imposée, il aurait été indécent de les dessiner sur place, mais il les regardait et après il les dessinait chez lui, dans son atelier. Voilà, cette espèce d'intimité étrange de personnes qui ne se connaissent pas, qui partagent une couverture pendant une nuit. Et tous ces corps. Alors évidemment, quand on voit ça, on ne peut pas ne pas évoquer quelque chose du terrain, hein, ou lors de la naissance, ou du passage entre l'intra-utérin et le monde extérieur.
Et d'ailleurs, lui-même l'a dit que sûrement ça avait un rapport aussi avec ces sculptures de la mère et de l'enfant. Alors, il y a aussi... voilà, bon, il y a, je vous donne... Oui, parce qu'après le métro, on lui avait passé une commande pour faire des dessins dans les mines. Il en a fait peu. Il a dit que c'était une expérience extrêmement éprouvante de descendre dans la mine, ce qui était le métier de son père. Il n'a rien évoqué de son père à propos de cette expérience qu'il a faite. Et il y a très peu de figures masculines dans l'œuvre de Moore. Il y en a très peu. Ça, c'en a une. C'est un warrior, c'est un guerrier. Mais vous voyez comment c'est un guerrier qui n'est absolument pas un guerrier attaquant, agressif. Enfin, c'est un guerrier qui est comme une reclining woman, qui est vulnérable, hein, qui n'a rien de la virilité, de la masculinité du héros. Et les quelques figures masculines, il y en a une à Rodin d'ailleurs en ce moment, les quelques figures masculines de Moore sont toutes sur ce mode très peu héroïque et en quelque sorte assez féminin. Alors, voilà. Oui. À la fin, enfin un peu plus tardivement, il a fait ce qu'on appelle les helmet heads, les têtes casquées. Il y en a une là qui est très claire, celle-ci est peut-être un petit peu moins claire, et qui sont donc des casques à l'intérieur desquels il y a une forme. C'est-à-dire que c'est très clairement la représentation d'une forme contenante et dedans une petite forme contenue. Donc là encore, quelque chose qui a à voir évidemment avec la cavité primitive, matricielle, le contenant maternel, le bébé contenu ou tenu par la mère. Alors ces œuvres sont assez... Elles donnent une impression un peu ambiguë. C'est-à-dire qu'on se demande au fond, est-ce que c'est une ouverture, hein, quelque chose qui s'ouvre, ou est-ce que c'est quelque chose de l'enfermement, de la claustrophobie, hein? Quel est le rapport entre ces deux formes? Est-ce qu'ils sont libres, hein, dans un rapport de liberté l'un avec l'autre, ou aliénés l'un à l'autre, hein? Il y a quelque chose là qui flotte d'une espèce d'incertitude. Et certaines ont des exubérances qui évoquent des yeux, hein. Là, c'est tout à fait clair. Et c'est là où je voudrais vous montrer, voilà, une photo de Moore que je trouve extrêmement intéressante par rapport au casque, là, les yeux du casque. C'est-à-dire Moore photographié à travers une œuvre, hein, enfin, derrière une œuvre. Est-ce qu'il est dedans ou est-ce qu'il est dehors? On ne sait pas de quel côté il est finalement. Est-ce que son regard va vers l'extérieur ou va vers l'intérieur, hein? Il y a toute cette ambiguïté autour de l'intérieur et de l'extérieur. Et oui, qui est dans toutes les œuvres. Et oui, qui implique d'ailleurs aussi un autre point très important dans les sculptures de Moore, que lui-même a souligné, c'est l'importance de tourner autour. Et effectivement, les œuvres de Moore, quand on tourne, à chaque angle de vision donne un point de vue différent. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette multiplicité des points de vue, hein, qui, là encore, me paraît-il, tout à fait aussi en affinité avec la psychanalyse contemporaine, hein, une espèce de multiplicité des points de vue. Et ce rapport entre l'intérieur et l'extérieur. Oui, alors je terminerai peut-être. Ça, c'est une œuvre de commande pour une église. Et je la trouve très différente des autres. D'ailleurs, il a dit lui-même que comme si c'était une Madone avec un enfant, ça devait être beaucoup plus austère et plus noble et plus, comme ça, plus hiératique d'une certaine manière que, disait-il, une maman ordinaire avec son bébé. Donc, cette œuvre, on sent. Et on a dit que le bébé qu'elle tient a la tête de Moore, hein, ressemble à Moore. Alors, ça, voilà, ça, c'est une œuvre sur laquelle on va terminer, puisque, justement, alors c'était une dernière. Alors là, c'est 57, il est mort en 86. Donc, il avait commencé
à faire cette forme, une seated woman, avec, je ne sais pas si vous voyez, mais le bébé, il est là comme ça, je trouve d'une manière différente que dans les autres œuvres. Et il a, alors là, on voit mal, malheureusement. Mais ça, c'est donc la même œuvre qu'il a repris après, et sur laquelle il était en train de travailler au moment de mourir, d'ailleurs qui est inachevée, et qui, elle aussi, a donc cette même forme du bébé qui n'est pas tout à fait dans le même rapport. Enfin, moi, je me suis demandé s'il y avait là quelque chose, peut-être, de cet homme bon, qui était déjà très malade, qui savait qu'il était à la fin de sa vie, comme une espèce de retour, peut-être, hein, une autre articulation du dedans et du dehors, du bébé et de la mère vers la fin de sa vie. Voilà, mais je vous livre tout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vos impressions et... Alors, mesdames, ce matin, nous nous sommes occupés des messieurs avec un séminaire sur les pères. Mesdames, quels sont vos... Mesdames et messieurs, bien sûr, c'est une façon de parler, mais nous sommes peu nombreux aujourd'hui. Quelles sont vos impressions sur, après cette intervention très convaincante, que j'ai trouvée, moi, très convaincante pour ma part, qui souhaite engager la discussion? Oui, madame. Pascal, on va essayer de trouver un micro pour enregistrer, s'il te plaît. Vraiment que tu es à côté de moi. Oui, mais on aimerait bien aussi vous enregistrer, si vous permettez. Et pour ça, il faut que ça passe par le micro qui arrive de Rechef. Merci. Madame, s'il te plaît. Merci, Pascal. Oui, alors je trouve tout à fait passionnante là, votre analyse de l'œuvre d'Henry Moore par rapport à la fois aux psychanalystes qui existaient de son temps et qui s'intéressaient donc à l'enfant. Et il y avait d'ailleurs la fille de Freud aussi, Anna Freud, qu'on peut rajouter. Et puis, j'ai vu l'exposition Henry Moore il n'y a pas très longtemps, et j'ai eu la même impression, quoi. C'est-à-dire qu'en voyant cette exposition, moi, ce qui m'avait frappé d'abord, c'était on avait l'impression d'os, mais d'os de pelvis avec des ronds et des creux. Et donc, j'avais l'impression que c'était le thème tout le temps de l'accouchement, du pelvis maternel, alors évidemment, cette relation fusionnelle mère-enfant qu'on retrouve tout le temps, l'idée aussi, je trouve, dans les casques, où on voit à l'intérieur quelque chose, on a l'impression de retrouver encore cet utérus avec quelque chose à l'intérieur sous un autre thème. Le peu de figures masculines, effectivement, j'avais remarqué, l'une entre autres, il lui manque une jambe, enfin bon, oui. Une figure châtrée. La figure qui est à Rodin, il lui manque une jambe. Et alors il raconte qu'il a trouvé un caillou sur la plage qui avait cette forme d'un corps humain où il manquait une jambe et qui s'en est inspiré. Voilà, comme quelque chose de naturel, au fond. Enfin, si ça l'a inspiré, c'est probablement que ça rappelait quelque chose en lui. On peut en penser plein d'autres choses aussi, bien sûr. Oui. Et alors, effectivement, ce qui m'avait frappé aussi, c'est tous ces morcellements, enfin bon, en 2 pièces ou en 3 pièces ou en plusieurs pièces. Je m'étais demandé aussi, en voyant les shelters, les abris de Londres, avec tous ces corps qui évoquaient effectivement le passage de l'utérus vers l'extérieur, par exemple, si c'était pas tous ces enfants qui étaient nés de sa mère, parce qu'ils sont quand même 8 enfants, donc on avait l'impression que c'est amassement. Il le dit d'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est les morts, hein, les mours, les mours. Enfin, c'est ça, vous avez dit les mours, non ? Vous avez dit que pour lui, c'était les mours, à moins que j'ai entendu de travers. Non,
Non. Il y avait beaucoup d'Henri Moore dans ce tunnel de métro. Qu'il y avait beaucoup d'Henri Oui, Moore. oui. Voilà. Oui, j'avais pas pensé comme ça. C'est Oui. vrai. Oui. J'avais pas pensé à ça. Moi, j'avais pensé qu'il retrouvait ses œuvres, quoi. Mais effectivement. Et moi, j'avais l'impression Moore, tous les c'est fait. petits que Oui, la oui. mère a mis au monde. J'avais pas pensé à ça. Oui. Et que, alors, comment a-t-il vécu la naissance de cette dernière sœur, donc 3 ans après lui? Oui, on se pose le problème de l'allaitement, combien de temps, etc. Est-ce qu'il a été très longtemps? Est-ce que la mère l'a sevré parce qu'elle était J'ai cherché à ça, le on ne savoir, sait pas et il y a tout ça. moyen de savoir, ouais. Parce que c'est extraordinaire ce sein, oui, avec un trou à la place du mamelon. Voilà, mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié. Puis vous m'avez apporté, oui, des éléments intéressants. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est ça. Alors le chacmol, moi, ça m'avait évoqué le Mexique, puisque je suis allée au Mexique et pas le British Museum, parce que je ne l'ai pas vu au British Museum. Effectivement, j'avais vu tout à fait dans ces reclining figures le chacmol. Alors le chacmol, il y a quand même une histoire incroyable. C'est l'histoire de guerriers qu'on sacrifiait pour en enlever le cœur vivant. Alors je ne sais pas si Henri Moore était au courant de cette symbolique. Mais ça avait un rapport précis avec le chacmol. Le chacmol était lié à cette offrande. Oui, c'était l'endroit où avait lieu le sacrifice. Ah oui. 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 Alors, est-ce qu'il le savait? Je ne sais pas. Enfin, que ça l'ait intéressé. Alors, moi, dans cette figure reclining figure, je vois beaucoup de femmes qui sont en position d'accouchement. Oui. Alors, à l'époque, je ne sais pas, les femmes accouchaient à la maison. J'espère pour lui qu'il n'a pas assisté, etc. Mais enfin bon, peut-être a-t-il pu voir sa mère allongée dans une position comme ça, ou fatiguée par ses maternités. Voilà, enfin. Bon, c'est les choses qui me sont venues à l'esprit. Voilà, merci beaucoup encore, c'était passionnant. Merci pour toutes ces impressions très, très enrichissantes qui me font voir d'autres choses. Je n'avais pas du tout pensé. J'avais jamais vu autant de Moore. Ça, j'ai pas pensé. D'une part, une petite anecdote. J'ai visité l'exposition avec des enfants et une petite fille de 5 ans, à un moment, elle dit on s'en va, il y a trop de mamans ici. Ah bon? Ah, ça, c'est formidable. C'est ça, très, très beau. Il y a trop de mamans. Alors, par contre, je voudrais, donc, j'ai dans la tête une image, une petite sculpture d'Henri Moore où c'est comme une mère avec un enfant qui est comme un oiseau qui est en train de lui arracher le sein. Oui. J'ai aussi dans la tête une espèce de reclining figure qui est finalement une espèce de cercueil, une espèce de chose où il n'y a presque plus rien. Donc, après, j'ai dans la tête le guerrier blessé, comme ça. L'idée que j'ai, c'est que, disons, il y a un mot arrachement qui va avec ce mot d'enveloppement. C'est-à-dire, il y a, me semble que dans l'œuvre de Moore, il y a beaucoup d'éléments de contradiction, c'est-à-dire d'éléments de réaction, par exemple le guerrier blessé, l'amputation, les rayures qu'on voit, cette tension entre l'enfant qui est dedans et qui est en allé dehors. Donc il y a comme une richesse de contradiction, d'ambivalence. Moi, je dirais, par rapport à tout ce qu'on a dit, le mot qui me vient, c'est le mot arrachement, c'est-à-dire sortir. Et par exemple, les casques, on peut le voir, comme vous l'avez dit, mais on peut le voir. Moi, je suis très touché par les images du Moyen-Âge, par les guerriers, par les cuirasses et tout ça. Et je sens très fort cette espèce de
de contradiction entre cette cuirasse très puissante et la chair à l'intérieur fragile. Disons. Alors là aussi, je vois une espèce de tension, une espèce de contradiction entre cette enveloppe solide et fermée et une intérieure beaucoup plus végétale, beaucoup plus mouvant, beaucoup plus... Alors, tout cet aspect, disons, de contradiction, et de tension et d'arrachement, je le vois, disons, comme une grande richesse. Voilà. Oui. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est une grande richesse de pouvoir associer dans une seule œuvre les aspects aussi contradictoires. Parce que c'est vrai que la première impression, c'est quand même plutôt une impression de beauté, de tendresse, d'harmonie. Mais il y a ces petits éléments qui font... Il y a quelques sculptures comme ça, comme celui avec le bébé avec une tête d'oiseau. C'est assez atypique dans son œuvre, mais elle est là quand même. Hein, elle existe quand même. Et il y a quelques éléments comme ça qui font penser qu'effectivement, il y avait des tensions et des arrachements et quelque chose de l'ordre d'une destructivité peut-être aussi, hein, mais qui est complètement repris dans un processus créatif... Bon, de toute beauté, quand même. Mais c'est ça, sa grande force. C'est peut-être d'autant plus beau qu'on sent cette dimension-là. Sinon, ce serait mièvre. Sinon, ce serait joli. Hein? Mais la beauté de ces œuvres, ce qui est saisissant, c'est qu'on sent peut-être aussi la présence de ça. Oui. Je voulais aussi compléter avec le fait, pour moi c'est très touchant, parce que c'est quelque chose, je trouve, qu'on perd assez facilement dans le contexte dans lequel on est maintenant en rapport avec la sculpture, le rapport avec le lieu et avec le paysage, et avec une dimension cosmique à la fois dans l'infiniment petit et l'infiniment grand. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sont... il a cette capacité de... Il y a des femmes qui sont comme des falaises, des montagnes, des choses oui. D'une monumentalité incroyable, avec cet aspect des cavernes. Et puis il y a des choses qui sont comme les tout petits coquillages. Je pense aussi tout le travail qu'il a fait avec le crâne de l'éléphant. Oui. C'est vraiment... c'est vrai que pas parlé, parce que dans... oui. Justement, enfin, ça m'est venu en écoutant l'intervention là sur cette ambivalence et les contradictions. Quand on voit les formes de la nature ou ce crâne d'éléphant qui a été très important pour lui, il y a des choses d'une délicatesse, d'une finesse, aussi comment les os se joignent, les jointures, les stries, et puis en même temps une espèce de robustesse, de puissance, et les points d'appui, les points d'articulation, et puis... et je trouve que ce rapport cosmique, parce qu'on a parlé de l'arrachement, moi je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont une autre manière de le prendre, qui sont l'engendrement, c'est-à-dire il y a quelque chose de la vie, de la mort qui se joue toujours dans... Oui. Il y a une nécessité vitale d'engendrer. Pour le créateur, c'est... Le créateur, engendreur. Oui. Donc, enfin, je crois que c'est... pour moi, il y a quelque chose qui va au-delà de simplement donner un peu des explications. Excusez-moi, je voulais souligner encore une chose, cet aspect monumental qui naît évidemment de la façon dont il traite les têtes, qui sont souvent des petits points tout petits et pas du tout, qui fait de la figure un côté organique et cosmique au-delà de la figuration du personnage. Et le fait et souvent les têtes, dans leur petitesse, dans leur essentialité, soulignent bien cet aspect souvent presque animal, cet aspect universel, disons, cet aspect du dépassement de la figure. Est-ce qu'il y a le rapport avec l'animal et le rapport avec le cosmos? Et par rapport à ce que vous disiez avant de ces aspects plus durs peut-être, hein, l'exposition qui a eu lieu cet été à la Tate Britain à Londres
allait complètement dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il y avait un parti pris des commissaires de l'exposition de dire Moore n'est pas celui que vous croyez, et qui ont mis en avant justement ces aspects. Avec il y avait la sculpture avec l'oiseau, il y avait le crâne de l'éléphant, enfin, il y avait différentes œuvres comme ça, et ils cherchaient à montrer effectivement qu'il y avait aussi ces aspects-là dans l'œuvre de Moore. Oui, qui souhaite rebondir? Alors moi, j'aimerais surenchérir sur ce qui a été dit là et que j'avais en tête en regardant en allant à l'exposition Henri Moore et en regardant les diapositives. Alors, comment dire, bon, ça a été dit, hein, il y a trop de mamans, beaucoup trop de mamans dans tout ça. Et c'est beaucoup trop... Même le vide est lisse, il n'est pas anfractueux, c'est bon. C'est pas Brancusi, mais c'est pas loin. Bon, qu'est-ce que ça doit contre-investir? C'est ça la question. Alors, une des façons d'aller dans le sens de cette réflexion, c'est enfin, moi, je connais peu d'artistes, j'essaie de penser en même temps, j'en connais peu qui soient aussi monomaniaques d'un modèle qui est la Madonna con Bambino ou la Mother and Child. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Quand un artiste est à ce point obsédé par une figuration, et pas n'importe laquelle, celle de la relation mère-enfant, qu'il passe sa vie de manière obsessionnelle à la redupliquer dans toutes les positions possibles et inimaginables, c'est qu'il y a quelque chose qui l'intrigue. Il y a quelque chose qui l'investit et qui le contre-investit. L'artiste est là pour essayer de gérer les affres de son ambivalence. Je ne crois pas de son ambiguïté. C'est beaucoup plus grave, beaucoup plus archaïque que ça. Je ne crois pas que ce soit simplement une ambivalence. Il y a une véritable ambiguïté à l'intérieur de lui qu'il arrive à contenir pendant un certain temps. Et puis il y a ces fameuses sculptures, mais ces fameux dessins aussi de ces enfants meurtriers, dévoreurs de seins, arracheurs de seins, etc. Donc cette obsession par rapport à un thème renvoie à un investissement contre investissement de quelque chose qui a été plus ou moins traumatique, douloureux. Qu'est-ce qui s'est passé dans son enfance, cette espèce de veuve noire permanente qui est sa mère. Bon, on peut spéculer tout un tas de choses, mais laissons tomber la pathobiographie et allons peut-être du côté de la création artistique pour aller vers quelque chose, moi en tout cas, qui me touche chez lui. C'est ce que tu as dit de ce besoin de tourner autour de la sculpture qu'on a tous chez tous les sculpteurs, mais aussi de rentrer à l'intérieur, de pénétrer, de voir ce qu'il y a dans cette articulation dedans-dehors. Je crois qu'alors, pour le coup, ce qui nous fait rééprouver à nous, spectateurs, et il est peut-être le seul à pouvoir faire ça, peut-être avec Dubuffet, avec le jardin d'hiver à Beaubourg, certaines sculptures géantes de Dubuffet qui nous obligent à rentrer dans le décor. Il nous invite donc à rééprouver ce qu'on pourrait appeler la nostalgie de la chambre chaude de l'enfance, de la matrice utérine. Bon, chez Dubuffet à Beaubourg, si vous voulez y aller, vous verrez probablement, comme moi je le vois assez souvent, quelques patients qui sont là dans les antres matriciels de Dubuffet et qui attendent que les choses se passent en projetant sur les murs de Dubuffet tout un tas de... Bon. Donc cette nostalgie de la chambre chaude de l'enfance, de l'antre matriciel, bon, on l'a tous eu, elle est dans beaucoup... Enfin, elle est un thème prégnant, si je puis dire, chez bon nombre d'artistes. Qu'est-ce qui ferait la singularité de cette nostalgie chez Moore? Eh bien, la première chose, comme le dirait Monique Schneider, c'est que chez lui, le sexe de la femme, le sexe de la mère est visiblement, tel qu'il nous le montre, non pas un trou, mais une niche, un creux. Quelque chose qui peut accueillir le spectateur ou qui peut accueillir l'enfant. Enfin, on peut s'y lever à l'intérieur, même s'il y a un certain nombre de sculptures dans lesquelles on rentre où il y a quelques petits pics. Ce n'est pas le vagin denté, c'est pas tout à fait ça, mais de temps en temps, c'est un peu plus anfractueux que ça. Bon. Donc, il y a cette niche, ce creux qui peut accueillir l'enfant. On peut avoir la nostalgie de cette complétude
entre le fond et la forme, entre les deux êtres dans une fusion. Bon. Et puis c'est ça, et comme ça a été dit, comme tu l'as repris, c'est ça et c'est pas ça. C'est-à-dire il y a une tension chez ces mères et enfants. Il y a une tension qui à mon avis, fait la différence. Ce n'est pas simplement la représentation d'une nostalgie du retour au sein maternel ou dans le ventre maternel où on serait au creux, lové, niché dans un creux qui nous donnerait une forme. Bon, c'est pas... Il y a une tension et pourtant, ce n'est pas en fracture. Alors là, on pourrait aller vers quelque chose qui, à mon avis, est peut-être ça qui est essentiel chez Moore et qui rejoint Bion, c'est-à-dire que le vide, chez Moore, le vide est constituant. Le vide est constituant. Oui. C'est quand même une sacrée découverte, ça. Hein, c'est-à-dire que le vide, c'est pas rien, quoi. Le vide, oui. C'est pas l'absence. Oui. Le vide peut être constituant et même générateur de cette poussée pulsionnelle qui nous invite à germer ou à penser psychiquement. Je crois que ça, c'est le vide de Moore est un positif. Ce vide, ce creux à l'intérieur des statues dans lesquelles on rentre, c'est pas un négatif, c'est pas un trou noir aspirant. C'est difficile à dire, hein, c'est un vide constituant. Je trouve pas d'autre chose, d'autres mots, c'est-à-dire qu'il nous invite à nous y... Bon. Et pourquoi il nous... Alors, si tout ça, si cette réflexion est vraie, elle peut être argumentée, complémentée par autre chose qui est assez prégnant chez Moore, c'est que je trouve, lui qui était contemporain de Winnicott, que ces mères n'ont pas le sens du holding. Elles ont le sens du handling, mais pas du holding. Je ne connais pas de statut de Moore où la mère enveloppe véritablement son enfant dans un encorbellement, dans un accordage, peau à peau, chair à chair, émotion à émotion. Chez Bion, c'est ça qui va faire naître les émotions et la pensée. Alors, c'est encore plus frappant dans les derniers que tu as montrés, y compris le stéréotypé pour l'Église, mais l'enfant est tenu, handling. Il n'est pas porté, enveloppé littéralement. Oui. Donc, il y a un vide constituant et un holding défaillant qui oblige à la tenue. Ce vide constituant originaire et ce holding défaillant oblige à la tenue de cet enfant, de ce sculpteur. Je crois que ça peut créer des ambitions de sculpteur, ça. Donc voilà, la question du vide constituant chez Henry Moore, un vide qui ne serait pas totalement vide, qui serait aussi un plein, qui serait maturatif, génératif, promoteur d'une nécessité vitale de penser et de germer dans cette enceinte vide. Mais cette idée d'un vide constituant, c'est une idée qui est tout à fait présente dans la pensée chinoise, orientale en tout cas. Et on peut se demander si Bion, qui a quand même été élevé en Inde et par une nounou qui l'a nourri avec toute la mythologie et toute la philosophie orientale, n'a pas été marqué par ces notions. Attends, parce que là, j'avais... qu'est-ce que j'avais? J'avais une petite... j'avais une citation de Maldinet, que j'aime beaucoup, qui dit « Ce qui compte dans la sculpture, ce sont autant les parties invisibles que les parties visibles. Comment la sculpture découpe l'espace, fait exister l'espace autour d'elle, crée un espace vide dans lequel elle se situe. » Il y a ça, mais il y a aussi... Et dans le taoïsme, voilà, c'est une citation de Lao Tzu. « Rien au monde de plus souple, de plus faible que l'eau. Mais pour attaquer le fort, qui sera jamais comme l'eau? Le vide en elle la rend transformante. » Ça, le vide en elle la rend transformante. On se dit quand même, Bion, c'est pas par hasard qu'il est issu quand même de toute cette pensée orientale. Il en est très proche. Et juste, ce qui me vient, enfin pour compléter ce que j'essaie de dire là, de penser, pour moi, ces femmes d'Henry Moore, contrairement à, si on prend Matisse ou à l'extrême Renoir, où il y a une sollicitation érotique dans le système d'activité, passivité charnelle des axes, pour
prendre le dos de ces femmes, bon, ou chez Ingres tout à fait particulièrement. Là, ce qui est érotique chez Moore, c'est le vide. C'est pas le reste est un peu trop tenu. Hein. C'est pas la raideur, c'est pas guindé. De la même manière que je ne vois pas, moi, de morcellement. C'est pas du morcellement, ça. Non. Le morcellement, c'est plutôt une liquéfaction qu'un morcellement. Ce sont des affres archaïques, des angoisses psychotiques, si on veut, mais ce n'est pas en clinique, si je puis dire. Il n'y a pas cette effraction comme un miroir qui tombe par terre et qui se casse. C'est ça le morcellement. Là, il y a des morceaux, mais qui sont ronds, qui pourraient, si on insistait un peu, se réaccorder, parce que ce vide est prometteur d'un réaccordage, voilà, en dialogue, absolument. Oui. Ils sont en dialogue l'un avec l'autre, ils ne sont pas morcelés. Le vide est prometteur d'une possible retrouvaille, d'un possible réaccordage. Bon, et ces femmes sont belles, elles sont un peu trop, sans être guindées, elles sont un peu trop tenues. Ce qui les rend érotiques, c'est ce vide, qui nous invite à les pénétrer. Mais sont-elles érotiques, d'ailleurs? Après, c'est chacun. Oui. Ah, elles sont belles, hein, elles sont belles. Elles sont très belles. Moi, je les trouve magnifiques. Oui, on peut dire sensuelles si on ne veut pas dire érotique, mais sensuelles, oui. Elles sont très belles, oui. Moi, j'ai essayé de les toucher au musée Rodin, on m'a interdit de le faire. Bon. Elles sont sensuelles, on ne peut pas dire qu'elles sont froides. Et puis la matière, hein, la matière est belle, je ne sais pas ce que c'est. La matière est belle, cet albâtre, ce marron. Alors, au musée Rodin, ils ont montré surtout donc des plâtres. Et ça, c'est dans une deuxième partie de sa vie. Il était pour la taille directe. Hein. Il a démarré toutes ses grandes œuvres, c'est la taille directe. C'est-à-dire, il s'attaquait directement à la pierre. Mais au musée Rodin, on voit comment il a évolué. À un moment donné, il a commencé à utiliser le plâtre, qui est évidemment quelque chose de beaucoup plus malléable. Et qui était prévu en fait pour faire des esquisses, mais qui sont devenues des œuvres à part entière. C'est-à-dire les plâtres servent à faire le moulage des bronzes ensuite. Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. D'ailleurs, il y en a une où il y a les 3 étapes. Même, et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on voit à quel point la matière, la patine, à la fois c'est la même et c'est pas la même. Bon, je vois qu'on a affaire à des spécialistes. Il a travaillé le marbre aussi. J'ai cru comprendre qu'il était allé s'installer près de Carrare. Oui. Oui, il avait même une petite maison à côté de Carrare. Il est passé plusieurs semaines par an pour aller chercher le marbre. En référence à Michel-Ange, évidemment. Hein, oui, il allait chercher le marbre. Il a aussi fait une série, une petite dizaine à peine, de sculptures en bois, qui étaient exposées à Londres cet été, d'ailleurs. Ça donne un effet encore différent. Oui, en bois. Comment? Je vous en ai montré un, là, les guerriers. Il y en a un à Rodin, là, celui qui n'a pas de jambes. Hein. Il y en a 2 ou 3 autres. Ah, il y a des familles. Oui, il y a des familles. Attendez, je dois peut-être en avoir. Oui, il y a des familles. Bon, là, il y a le roi et la reine. Oui, là, il y a un dessin que je voulais montrer aussi avec les casques, hein, emprisonnés. Là, on est dans ce dont vous parliez, vous. Quelque chose de beaucoup plus inquiétant. Voilà, donc ça, c'est les guerriers. Alors, ça, c'est une image que j'avais insérée là-dedans, parce que c'est Dan Flavin, c'est un artiste contemporain. Parce que vous disiez la sculpture, donc de Moore, bon, elle a un rapport très important avec l'espace autour. Mais à l'heure actuelle, il y a quand même beaucoup de sculptures contemporains qui font encore autre chose, qui est de créer un espace. La sculpture est un espace. Ce n'est pas une sculpture dans un espace. Et là, Dan Flavin, il travaille donc avec des lumières, on rentre dedans. C'est ça, sa sculpture. Mais on rentre dedans. C'est encore une autre conception.
Richard Serra. Oui. Oui, oui. Mais c'est encore un pas de plus, peut-être, enfin, en tout cas, une autre manière de concevoir la sculpture. Là, ce n'est plus du tout un objet qu'on regarde, il crée un espace dans lequel on rentre. Et c'est ça la sculpture. Je ne sais pas où est passée ma famille, j'en avais pourtant une, me semble-t-il. Je crois qu'il y en avait sur les images, les autres images, là. On peut peut-être prendre la série des autres images. Voilà. Alors là, il y a toute une série d'images. Alors ça, c'est les œuvres qu'on voit beaucoup à Rodin. Hein. Ça, c'est une femme inclinée, assise sur un escalier. Voilà, Alors, est-elle sensuelle? Elle est sensuelle parce qu'elle est mobile sans se déplacer. Tu comprends? Oui, oui. Et il y a une vibration. Ça, c'est la tête du chacal. Oui, oui, oui. Il y a une vibration. Elles ont toujours des cuisses totalement disproportionnées, hein, extrêmement enracinées dans la terre. Non, ça, pas dans le bon sens. Non. Là, on trouve le creux, hein, le vide. Alors là, c'est des dessins qu'on ne voit pas. Bon, les shelters. Là, on le voit au travail. Dans le ciel. Et là, elle est très belle. C'est vrai que c'est le même thème, décliné, décliné, décliné. Hein. Alors, je ne sais pas, il me semble qu'il y avait des familles. Ça, c'est de nouveau Moore à travers. Non, bon, là, il y a un dessin de famille, mais il y a des sculptures de famille. Là, il y a un dessin. Là, il y a l'homme. Voilà une famille. Ouais. Ils sont quand même, oui, reliés, hein. Enfin, l'homme, la femme, les bras de l'un, les bras de l'autre, l'enfant au milieu. Ouais. Pas très enveloppé, non? Tu trouves pas très enveloppé, hein? Je porte mal. Il oblige à se redresser. Oui. Moi, j'y verrais aussi autre chose dans ce mouvement-là. Elle lui donne la liberté de s'en aller. Dans les rocking chairs, là, il y a quand même ce mouvement de l'enfant qui est là. Je sais pas, moi je sens aussi quand même un mouvement de liberté possible pour ce bébé. Justement, peut-être parce qu'il n'est pas trop tenu, je sais pas. Oui. Il y a une espèce d'articulation entre son corps à elle et le corps du bébé qui fait qu'il peut bouger. Voilà. Oui, voilà, elle le tient bizarrement. Ben oui. C'est pas très naturel. Oui, oui. Mais là, Elle n'a pas l'air très gaie, hein? Elle ou l'enfant? Elle. Non, là, non. C'est là, non. Il y en a une souriante, non? D'habitude, elles n'ont pas vraiment une expression, ni triste, ni gaie. Enfin, c'est pas le propos, quoi. Alors, est-ce qu'on ne retrouve pas dans une œuvre comme ça, qui est quand même abstraite, tout ce qu'on est en train de dire sur ce corps du bébé tenu, pas tenu, un peu tenu, beaucoup tenu, en train de s'en aller, de revenir. Bon, ça, c'est une arche. Là, oui, la tête. Hein? Je trouve que chez lui, c'est comme, pour moi, c'est comme si il voyait souvent les formes en train de se former avant qu'ils
à fait. Voilà. C'est-à-dire, c'est le moment. C'est ce moment. Où ça peut devenir un animal, ça peut devenir, ça peut aller, mais c'est le moment, et c'est en ce sens que ça plonge dans une espèce de ce moment, ce moment où les mondes, animal, humain, le paysage, sont reliés ensemble. Oui. C'est le moment où la forme, bien souvent, n'est pas encore figée. Oui. Donc c'est ça une grande richesse. Moi, c'est tout à fait ça, moi, que je ressens dans cette œuvre. C'est l'émergence de cette forme. Et c'est pour ça que je trouve importante la phrase de Tustine, l'idée de Tustine, c'est tendance à donner forme à partir des sécrétions corporelles. C'est quelque chose qui est quand même du somato-psychique. C'est pas encore du psychique. C'est pas encore une vraie forme. Mais c'est déjà en train de devenir une forme. C'est ça qui nous fait... Et ça, c'est une des définitions du rythme, oui, par Benveniste, c'est-à-dire une forme en tant qu'elle finit par advenir. L'échéance de... Mais à quel moment elle monte ou à quel moment elle redescend, est-ce qu'on est en pleine ascension ou en début de descente, mais il y a quelque chose qui devient un instant pur, un rythme. Et ce qu'il y a de plus difficile entre la mère et l'enfant, c'est l'accordage des rythmes. oui. Pour qu'ils puissent se répondre, pour qu'il n'y ait pas déphasage, désaccordage. Cette émergence des formes, on la trouve aussi chez Camille Claudel, parce que quand on pense que c'est l'âge mûr, on voit les trois, soit l'homme, la vieille femme ou la suppliante, sortent d'une espèce de terre, et puis alors quand on sait l'histoire de Camille Claudel, qui est un enfant de remplacement par rapport à un enfant qui est décédé d'elle, qui devait s'appeler, je crois, il s'appelait comment? Ah oui, c'est ça, c'était pas le même nom, mais on lui a donné un nom qui était ambigu, puisque la mère voulait absolument un fils. On l'a appelé Camille. Oui, alors je cherchais l'éclatement, etc., le morcellement, je n'ai pas trouvé vraiment. On voit plutôt le clivage en morceaux, on voit le clivage en deux. Chez Moore, là, oui, Il y a deux sculptures côte à côte. oui. Elles sont en deux morceaux. On dit qu'on a dit que c'est sans voiture dans l'autre, mais ça peut représenter ce clivage. Et puis il y en a une en trois. On voit vraiment la tête, le corps et puis la partie basse. C'est pas le morcellement, enfin c'est déjà. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, il y avait au moins 4 morceaux. Oui, 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 les vertèbres, là. Oui. Donc là, quand même, une petite notion discrète. Et puis on le voit dans son atelier aussi, tous ces objets. Oui. Un atelier d'artiste. Ils étaient tous avec des accumulations comme ça. Il y a quelqu'un là-bas, je crois, qui voulait dire. Plus loin. Ah ben voilà, un couple, donc c'est le roi et la reine. Mais dont il y a des commentateurs qui ont dit que le roi n'avait pas beaucoup de personnalité, pas beaucoup de présence, enfin que c'était pas un homme. Enfin, que manifestement, il avait quand même du mal avec la représentation des hommes. Un peu figé, ce couple. Moi, j'ai vu une photo de cette sculpture du roi et de la reine, justement devant le paysage. Et il m'a semblé que c'était une compréhension de la royauté. D'ailleurs, il a presque une tête comme un os animal. Et que c'était une compréhension de la royauté comme une souveraineté sur le monde, sur la nature. Une souveraineté qui est de contempler, de recevoir la nature, mais pas une royauté de pouvoir, Oui. d'ego. Non, ça, je crois que c'était pas tellement son forme
organique. Enfin, oui, là aussi, on a l'impression en même temps que ça s'en va, puis que ça se ramasse. Hein. Il y a toujours cette tension, ça. Des mouvements comme ça, contraires. Alors là, c'est des petites choses. Je sais pas, qu'est-ce que vous voyez là? C'est beau, non? Est-ce que c'est encore un homme, une femme et un petit bébé au milieu? Ça, c'est les moutons qui se frottent l'un à l'autre. Oui. Mais il y a une petite boule au milieu? Non, mais là, ce sont des... C'est sa tête, la petite boule? Et c'est vraiment Ils se font des câlins. La sensualité, disons. Oui. De ces deux moutons qui se touchent, qui se frottent comme ça. Oui, oui, oui. C'est magnifique. Oui, oui, c'est très beau, ça, je trouve. Là, c'est le crâne, donc, hein, le thème du crâne. Ah. Il n'a jamais fait de psychanalyse. Ah non, non. Non, non, je disais donc, il disait qu'il ne faut surtout pas trop parler de son œuvre, pas trop donner d'explications, pas trop écouter ceux qui veulent analyser son œuvre. Et donc, ce psychanalyste jungien qui a fait un livre sur lui, qui lui a envoyé, il s'est arrêté au bout d'un ou deux chapitres. Il n'a jamais été plus loin qu'un ou deux chapitres en disant ça. Enfin, que pour lui, ça allait à l'encontre enfin, il fallait préserver son énergie pour la création, que ça risquait de mettre en danger son énergie créatrice. Il ne voulait pas donner d'explications, et il n'était pas très intéressé par les explications. Ça va dans le sens qu'on dit que quand on a un créateur sur le divan, il ne faut surtout pas interpréter son œuvre parce que ça provient de la sublimation. C'est une question hein, qu'on débat souvent, oui. Ouais. C'est une vaste question, oui. C'est une vaste question. Ça Parce se qu'il y a aussi discute des beaucoup. grands artistes qui ont fait des analyses. Bien sûr. Et puis, il ne faut pas croire tout ce que vous racontent les artistes. Hein. Non. C'est lui qui dit qu'il s'est arrêté aux 2 premiers chapitres. Non. Mais c'est un vaste débat, ça. Est-ce que les artistes comprennent quoi que ce soit à ce qu'ils font, ou est-ce que c'est parce qu'ils sont dans une ignorance absolue et qui leur permet d'être innocents et ensuite de pouvoir créer, sublimer, je ne sais pas, ça se discute aussi. Je crois que dans la grande majorité des cas, il y a quelques petits aménagements avec la compréhension, y compris quelques petites perversités. C'est pas si simple que ça. Et puis, il y a des artistes qui ont connu des analystes qui leur ont sauvé la vie, c'est incontestable, qui leur ont permis d'être créatifs, de sortir d'une inhibition absolue. Bon. Les autres, ceux qui n'en ont pas fait, c'est difficile de conclure à ce que ça aurait pu donner ou pas, ouvrir ou fermer, non. Bon. Mais je ne crois pas que ça assèche. Hein. De toute façon, la psychanalyse, c'est l'ouverture à la pluralité des sens. La vraie psychanalyse, à la pluralité des sens. C'est de dire qu'un symptôme renvoie à plusieurs sens, pas à un sens. Donc s'il y a une interprétation sur un sens, ça ferme en effet la potentialité créative. Mais si l'analyse laisse ouvert la pluralité des sens, ça ne peut qu'enrichir la créativité. Après, comment ça se passe, on ne sait pas. Dans le travail sur lui-même de l'artiste, ne peut que l'enrichir, le travail du psychanalyste. Mais je pense Non, ça peut l'enrichir. il faudrait que le psychanalyste ne connaisse pas son œuvre et ne puisse pas en parler. Et, parce que ce qu'on fait là, qui est passionnant, je trouve, si on a en permanence confronter l'œuvre avec l'histoire, je pense que ça serait très difficile de faire ça avec un créateur qu'on a sur son divan. Je pense que ça serait traumatisant. Oui, non, mais je ne pense pas que ce soit ça qu'il faudrait faire, surtout pas. Non, mais ce que je veux dire, que ce soit un artiste ou un patient, il ne faut pas négliger le fait que si vous allez trop rapidement vers une interprétation de sens, vous pouvez tout à fait aliéner votre patient à ce sens, recréer un nouveau symptôme autour de ce sens, qui est une autre forme d'aliénation que celle que le symptôme avait organisée. Et que la vraie psychanalyse, c'est celle qui ouvre au fait que
le sens est ouvert, qu'il y a le hasard, la contingence, que c'est ça à un certain moment, c'est ça à un autre moment, pas qu'il y a une vérité, une explication, une interprétation. Et dire à un artiste que c'est pour ça qu'il est artiste, ça serait dramatique. Mais dire qu'il a une sensibilité qui l'ouvre à une pluralité des imaginaires, oui. Donc tout dépend de la qualité du psychanalyste, bien sûr, et puis de la rencontre entre les deux, qui fait toute la différence. Mais ce n'est pas une interprétation sur son œuvre, non, sûrement pas. Sûrement pas. Bon, eh ben, je crois que... Oui, encore une question, alors. Oui. Je connais mal l'œuvre d'Henri Mauve, vraiment très mal. Donc je suis un indigent là-dessus. Et je voulais dire par là que l'absence de père, est-ce que cette espèce de... ces formes tout ovoïdes finalement, enfin toutes lisses pratiquement, par moments, bien sûr, un peu plus, j'allais dire, pointées comme ça, est-ce qu'il n'a pas été dévoré, je veux dire, quelle est la part finalement de l'absence de père, et dévoré finalement par la mère? Son père n'était pas absent. Hein. Oui, non. Moi c'est la question, mais comme je ne connais pas l'œuvre, c'est la question que je pose. Il a dit de son père, c'était un père très victorien. Oui. Et alors justement, qui était bien là, un peu sévère, qui avait beaucoup le souci de l'éducation de ses enfants et qui était lui-même donc en mauvaise santé à cause des années passées dans la mine. Et pour terminer, si vous voulez, ma question, mon interrogation en tout cas, c'était de dire au fond finalement, est-ce qu'il y a une révolte finalement chez Moore par rapport au père et il prend parti pour la femme? Voilà. Oui, oui. Ce que je ne sais pas. Non, je suis assez d'accord. Non, c'est une interrogation. Tout ça. Il prend parti pour la femme. Quand je dis pour la femme, pour le féminin finalement. Pour le féminin. Voilà. Merci. Qui n'est pas forcément une révolte contre le père. Je ne sais pas. Ça... Oui, non. On a bien reproché aussi à Winnicott de négliger les pères. Hein. De négliger tout un tas de choses. Oui. Moins qu'on puisse dire. C'est assez et Winnicott aussi. C'est assez obsédant. Oui. Il y a peut-être une identification au père par les mineurs, c'est-à-dire qui rentre dans la terre. Oui. Quand même. Oui. Oui, mais il a été dit tout à l'heure que l'importance il y avait un autre symptôme, entre guillemets, qui est assez intéressant, c'est l'importance que ces œuvres soient dans des espaces extrêmement larges. Et cet aspect est cosmique, si ce n'est cosmogonique. Bon. Mais si on regarde chacune de ces œuvres, de ces femmes en particulier inclinées, c'est un paysage. Et là, on est dans un parangon de l'art où toute femme, toute mer, toute terre-mer est un paysage qu'on peut sillonner, on peut rentrer dedans, trouver des vallons, etc. Bon. Donc il est quand même très porté sur la terre-mer, sur la maternité-perpétuité. Bon, ça paraît... Oui, dites. Je trouve que là, nous-mêmes, nous risquons de ne plus être interrogés, ouverts à ce qu'il nous dit, mais à vouloir le définir. Lui mettre un schéma explicatif. Voilà. C'est-à-dire là, il y a quelque chose qu'il doit nous dire. Et on ne sait pas encore ce qu'il nous dit. En regardant, il nous le dira. Oui, vous avez raison, mais ce bavardage incessant autour de l'œuvre n'a pas d'envie d'être explicatif. Il a envie d'être concret, cohérent, et donc il réduit, bien sûr. Mais dire que devant une œuvre, alors l'inverse serait de rester quoi en attendant qu'elle nous parle, ça non. C'est de sentir le processus. Oui, mais il va bien falloir qu'il passe par le langage. Non, tout ce qu'on a dit, c'est bien. Mais à un moment, il y a quelque chose de plus. Bien sûr, toujours, bien sûr, toujours, bien sûr. Madame? Il ne faut pas forcément bloquer les choses sur le sujet de l'œuvre. Broder uniquement quelque chose sur les titres des œuvres. C'est-à-dire qu'il y a une lecture de la sculpture elle-même il y a quelque chose qui va au-delà du fait. Moi, je sens cette œuvre aussi très
Oui, oui et non, mais c'est un autre débat, oui et non quand même. Parce que ce qui fait le plus de cette œuvre, ce qui fait le plus de toute œuvre d'art, c'est qu'elle permet à chacun des spectateurs différents une rencontre identificatoire qui fait que vous y voyez du masculin et que moi, je suis obsédé par cette maternité perpétuité. Bon. Et que l'art, c'est ça, c'est de permettre la pluralité des rencontres identificatoires et que donc chacun a son histoire. C'est ça qui fait le plus. Et une œuvre qui n'est pas une œuvre d'art ne permet pas cette pluralité. Voilà. Donc c'est pas très grave le bavardage solipsiste interprétatif. Il faut qu'il rencontre d'autres bavardages. Et à la fin, ce qui est important, c'est qu'il a suscité tous ces bavardages. Après, ce qu'il a voulu dire. Bon, je ne suis pas contre le bavardage, vraiment. Il y avait une main qui s'était levée derrière, non? Surtout, on a encore un petit moment, s'il y a pour un petit bavardage. Oui, dites. Le rapport de Moore avec le mouvement surréaliste. Parce que je crois qu'il a été quand même pas mal dans les... Il y a été et il n'y est pas resté. Il a fait un passage chez les surréalistes, mais manifestement, ça n'a pas vraiment accroché, quoi. Il s'en est assez vite éloigné. Mais il les connaissait, ou il a été influencé peut-être par certaines œuvres de Giacometti à cette époque-là. Oui, oui. Oui, 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 mais bon, il n'y est pas resté, quoi. C'était pas son chemin. Oui, oui. Oui, et peut-être aussi la création d'objets assez étranges, de formes étranges. Oui. Bien, eh bien, il nous reste à remercier Simone très chaleureusement. Merci. Et donc, au mois prochain. Merci beaucoup. Bah, ça a bien marché. Ça vous arrive aussi? C'est vrai, mais on sait pourquoi, dans ces cas-là, il y a des caprices. Je pense que le Corcos les enregistre, hein, oui. Il y a un site. Il faut demander à Maurice. Ben, merci pour vos commentaires. Oui. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein, c'est l'émergence. L'avant de la forme. Sur Moore, non, j'ai rien publié du tout. Non, non. Non, c'est vrai. Il faudrait que je pense. Ah bon, mais c'est un peu la même chose, je vois.
Voilà, j'ai un peu retravaillé, mais... Ah, parce que